Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de l'importance de protéger et préserver la culture marocaine. Je sais qu'il y a des tentatives d'appropriation de notre culture par le voisin algérien. Après l'histoire, la cuisine, l'architecture, ils essayent désormais de s'approprier les vêtements et les motifs marocains, notamment le kaftan, qui est un vêtement marocain par excellence, reconnu internationalement comme faisant partie intégrante de la culture marocaine. Le kaftan, c'est comme le béret pour la France, c'est vraiment partie intégrante de la culture marocaine. Je vais d'ailleurs faire une proposition plus loin dans la vidéo pour définitivement associer le kaftan au Maroc dans l'esprit collectif à l'international. Le Maroc devrait d'ailleurs interdire aux artisans marocains d'aller en Algérie pour travailler. C'est d'ailleurs l'un des avantages d'une rupture complète des relations diplomatiques entre nos deux pays. Ça va permettre aux artisans marocains d'arrêter d'aller construire des merveilles en Algérie pour que ceux-ci s'approprient par la suite l'architecture marocaine. Je vous donne un exemple simple. Il y a la citadelle à Tlemcen qui a complètement été rénovée en 2011 par des artisans marocains. La citadelle a été édifiée en 1145 par Abdelmoumen pour abriter un campement militaire des Almohades. On voit bien d'ailleurs la patte artistique des artisans marocains. C'est un palais 100% marocain avec une architecture digne d'un palais de Fès ou de Meknès. Aujourd'hui, des Algériens nationalistes essayent de réécrire l'histoire en nationalisant cette architecture qui est reconnue mondialement comme faisant partie du patrimoine exclusif du Maroc. Il n'y aurait pas de souci s'ils disaient seulement la vérité sur l'origine des monuments chez eux. J'ai un réel souci aussi avec notre ministre de la Culture. Pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, je trouve qu'il en fait pas assez pour préserver la culture et mettre en valeur l'histoire du pays. J'ai fait une vidéo sur tous ces monuments historiques qui tombent en ruine au Maroc. J'ai fait aussi une autre vidéo qui montrait comment certains activistes algériens réécrivaient l'histoire du Maroc sur Wikipédia par pure jalousie maladive. Et je me demandais aussi dans cette vidéo où était le ministre de la Culture. J'avais même proposé une solution simple pour affronter ces négationnistes qui était d'intégrer justement dans le cursus universitaire des facs de lettres ou d'histoire 1 heure ou 2 par semaine consacrée à la révision des pages Wikipédia pour préserver la véracité des informations en ligne. C'est gratuit et ça permet aux étudiants d'apprendre à rechercher l'information et mettre à jour une plateforme numérique comme Wikipédia. Donc c'est du win-win pour le Maroc. Malheureusement, notre ministère de la Culture manque cruellement d'imagination et c'est assez désolant. Je ne sais pas si c'est un manque de budget, de compétences ou de vision, mais son immobilisme est extrêmement néfaste pour le pays. Donc si vous connaissez cette personne, si vous connaissez le ministre de la Culture, s'il vous plaît, transmettez-lui cette vidéo. Je l'ai assez dit dans mes autres vidéos, de nombreux Algériens souffrent du syndrome des peuples sans histoire propre, Quand on regarde l'histoire de l'Algérie, c'est une succession d'invasions et de colonisations par des puissances étrangères qui ont instauré des principautés vassalisées. L'Algérie n'a jamais produit un empire qui a uni son territoire actuel, contrairement aux pays voisins. L'Algérie, sans la Kabylie, n'a jamais développé d'architecture, de cuisine ou de culture qui lui est propre, contrairement aux pays voisins donc. C'est l'Empire français qui a créé l'Algérie contemporaine, l'Algérie qu'on connaît aujourd'hui, qui lui a donné son nom, son drapeau et son indépendance. Les Kabyles, par exemple, n'ont jamais fait partie de ces territoires qui s'appellent l'Algérie. Sous l'Empire ottoman, il y avait un royaume dit royaume de Koukou, un royaume autonome qui a ensuite été rattaché à l'Algérie française par la force. Cette région a ensuite subi l'arabisation forcée pour mieux l'intégrer aux possessions françaises et éviter toute revendication indépendantiste. La France a appliqué le bon vieux système des hussards noirs de la République qui a effacé les identités régionales en France. Cette stratégie a d'ailleurs été adoptée par la suite par les militaires algériens après l'indépendance pour mieux gommer les différences. Ils ont ramené des professeurs de Syrie et d'Égypte pour arabiser le peuple algérien, pour continuer à arabiser la Kabylie. C'est d'ailleurs intéressant car les Algériens persistent à dire que le Sahara occidental n'a jamais fait partie du Maroc, alors qu'il y a des cartes historiques qui attestent du contraire. Il y a aussi des traités reconnus internationalement qui définissent des relations entre les souverains marocains et les tribus nomades de la région. Mais lorsque l'on parle de la Kabylie, ils nous disent que la Kabylie a toujours fait partie de l'Algérie, ce qui est complètement faux. Comme je vous l'ai montré plus haut, la Kabylie était un royaume complètement indépendant dans l'Empire ottoman. C'est l'hypocrisie crasse qui me fascine personnellement, car ça tient vraiment du domaine de la psychiatrie. Il n'y a pas d'autre explication.
Les pauvres Kabyles qui sont en train d'être utilisés par le régime mafieux comme bouc émissaire pour les feux dans la région de la Kabylie, comme si les Kabyles étaient capables de mettre le feu à leur propre pays. Je n'ai même pas parlé du Sahara algérien qui ne faisait même pas partie de l'Empire ottoman. Avant les Français, il n'y avait jamais eu de contact entre le nord et le sud de l'Algérie. C'est les Français qui ont construit des routes et qui ont aussi volé des terres marocaines au sud de l'Algérie quand ils ont découvert du pétrole notamment. Regardez cette vidéo qui nous vient tout droit de l'Adrar algérien. Écoutez bien ce qu'il chante. Et donc il chante gloire à Moulay Slimane, qui était un roi marocain de la dynastie des Alaouites et qui est connu pour avoir notamment aboli l'esclavage dans la région. Ce sont donc des images que le régime ne montrera jamais à sa population, car les généraux savent que ce qui lie le peuple algérien à l'intérieur des frontières artificielles franco-turques, c'est le mythe de la lutte pour l'indépendance. Ce mythe est en train de se ternir, avec notamment l'arrivée d'une nouvelle génération d'Algériens qui n'ont pas vécu cette époque, et avec aussi l'épuisement de l'argent du pétrole qui permet au régime de subventionner la population. Aussitôt que ces deux éléments s'évaporent, c'est l'unité nationale qui est en péril, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le régime est en difficulté depuis 2014 et la chute des prix du pétrole. Et ce que le régime algérien essaye de faire en ce moment, c'est de créer une autre variable qui puisse remobiliser le peuple algérien derrière une cause. Et cette nouvelle cause, c'est la haine contre le Maroc. Le régime est en train de manipuler les masses en créant un ennemi de l'extérieur, le Maroc donc, afin de ressouder le peuple autour d'une cause commune. Certains pays lancent un programme spatial, d'autres décident de se lancer dans des projets d'infrastructure. En Algérie, on fait du nationalisme primaire en fabriquant de toutes pièces un ennemi de l'extérieur qui serait allié à un ennemi de l'intérieur. C'est un classique des régimes autoritaires et c'est assez inquiétant pour le peuple algérien qui est en train d'être manipulé. Le régime algérien n'est pas serein, c'est un régime qui pense d'abord à lui plutôt qu'au peuple algérien. Sinon, s'ils pensaient au peuple algérien, ils auraient acheté des Canadair au lieu d'acheter des armes, par exemple. Les armes défendent d'abord ceux qui les portent. Pour que ce système fonctionne, le régime se doit de faire naître un nationalisme identitaire. Et comme il n'y a pas d'identité algérienne propre, si ce n'est celle de la lutte pour l'indépendance, le régime essaye de s'approprier la culture et l'histoire des autres, et notamment celle du Maroc. Car ils savent qu'au Maroc, l'histoire et la culture sont des vecteurs d'unité nationale. Les Marocains sont fiers de voir des restaurants marocains partout où ils vont dans le monde. L'architecture marocaine est reconnue mondialement grâce à nos artisans. Cette appropriation culturelle a vraiment été amplifiée depuis le changement de président, depuis que Tebboune a pris le pouvoir en Algérie. Les Algériens se cherchent une identité. Ils me font penser aux Noirs américains qui s'approprient l'histoire des Moors, donc l'histoire marocaine, ou qui se disent descendants des Égyptiens, et qui disent que les Égyptiens étaient en fait un peuple noir. Ils essaient de se créer des racines artificielles justement pour ne pas tomber. Et la meilleure des façons de faire cela, c'est de voler la culture, l'histoire et l'identité des autres. Mais à qui la faute ? Si tout le monde essaie de voler l'histoire et la culture du Maroc, c'est parce que le Maroc n'en fait pas assez pour la mettre en valeur, pour la préserver. Donc les pouvoirs publics sont en partie responsables. J'ai fait une vidéo sur comment le Maroc pouvait créer des séries historiques sur Netflix pour mettre en valeur l'histoire du pays pour un public plus vaste, plus international. Avec Netflix, on peut vraiment toucher aussi bien l'Asie que l'Europe que l'Amérique. J'avais notamment pris l'exemple d'une série à succès, une série coréenne qui s'appelle Kingdom et qui parle de l'affrontement entre un roi coréen et des forces occultes qui utilisent une armée de zombies pour renverser ce roi. C'est une série qui met en valeur les costumes traditionnels coréens et qui a nécessité seulement un investissement de 30 millions d'euros.
Donc il a nécessité un investissement de 30 millions d'euros seulement. Ce qui est une goutte d'eau. Donc pourquoi le Maroc est incapable de faire la même chose? Une série fiction historique qui se passerait à l'époque des Almohades, des Almoravides ou des Marinides. Pourquoi le Maroc est incapable de faire cela? La meilleure façon de promouvoir la culture d'un pays, c'est vraiment de toucher un public très jeune. Les Japonais l'ont compris avec notamment les mangas et les jeux vidéo. Le Maroc achète des pages publicitaires dans des magazines qui sont lus chez le dentiste, littéralement. Donc on n'a pas encore réalisé la puissance des médias sociaux. Au début de la vidéo, je vous ai parlé d'une solution qui pourrait à jamais associer le caftan marocain dans l'esprit collectif, donc le caftan marocain au Maroc dans l'esprit collectif. C'est une idée qui m'est venue lors d'un voyage en Corée du Sud, et j'invite d'ailleurs nos décideurs politiques à passer du temps en Asie, car ça devrait vraiment être notre modèle et non pas l'Europe. Je ne comprends pas pourquoi on est calqué sur l'Europe à chaque fois. J'ai donc visité ce qui s'appelle le Gyeongbok, qui est le palais de l'Empire coréen. C'est le palais royal de la dynastie la plus puissante de Corée, qui est la dynastie Joseon. C'est un édifice splendide et extrêmement bien conservé. Donc lorsque vous pénétrez à l'intérieur du palais, vous remarquez qu'il y a beaucoup de jeunes filles et jeunes garçons qui sont vêtus de manière traditionnelle, comme à l'époque de la dynastie Joseon. L'entrée au palais est d'ailleurs gratuite pour les gens qui arborent justement ces vêtements traditionnels. Et ces vêtements traditionnels sont loués à l'extérieur des remparts du palais par des artisans coréens. L'entrée au palais est seulement de 10 €, mais elle est complètement gratuite donc pour les personnes qui arborent ces vêtements traditionnels. À l'intérieur du palais, ces jeunes touristes prennent des photos où ils s'imaginent à l'époque de la dynastie Joseon, et ils publient ces photos sur les réseaux sociaux, ce qui participe à promouvoir la culture coréenne à l'étranger. Il y a même des maquilleuses à l'entrée du palais pour justement les demoiselles, les touristes de la planète entière qui voudraient justement avoir un maquillage de l'époque. Donc c'est un système qui a plusieurs avantages. Ça touche tout d'abord au narcissisme des touristes qui veulent immortaliser leur expérience dans le pays et attirer l'attention et la reconnaissance des autres, les likes sur Instagram. Ça permet aussi aux petits artisans de survivre grâce à l'offre de tickets gratuits pour tous ceux qui arboreraient des vêtements traditionnels. C'est une motivation supplémentaire pour les touristes. Enfin, ça permet de faire une promotion incroyable à l'étranger de la culture coréenne grâce notamment aux réseaux sociaux. Ce système a aussi permis d'associer dans l'esprit collectif la robe traditionnelle coréenne qui s'appelle le hanbok à la Corée du Sud. Et donc c'est exactement ce que devrait faire le Maroc. Nous avons des centaines de palais royaux somptueux qui pourraient être le décor de photos Instagram pour les touristes du monde entier. Si on met un système similaire en place au Maroc avec la location de caftans aux abords des lieux historiques et des tickets réduits pour tous ceux qui arboreront le vêtement marocain traditionnel, nous aurons la garantie d'associer notre caftan à la culture et l'histoire du pays dans l'inconscient collectif. Exactement comme le hanbok coréen ou le kimono japonais. Il faut sortir le caftan du simple domaine du mariage et l'intégrer dans le décor marocain. C'est une solution simple à mettre en place, mais qui aura un effet considérable sur la promotion du pays à l'étranger. Si j'étais un responsable marocain, j'installerais des confectionneurs de caftans à Chefchaouen, par exemple, qui est un décor parfait pour Instagram, et je mettrais un système de location en place avec des récompenses pour les touristes qui loueraient des vêtements traditionnels marocains, comme l'accès privilégié à certains lieux historiques de la ville. Bref, j'aimerais vraiment que les pouvoirs publics marocains réfléchissent à des solutions innovantes pour mettre en valeur notre culture. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée en commentaire, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.